Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous partons aujourd'hui, c'est un plaisir pour ensemble avec nous après le bibliothèque d'architecte. C'est un plaisir pour ensemble avec nous après le midi. Nous sommes capables de présenter nous conférence de mouvement social populaire haïtien, une bataille pour camper le droit de majoritaire. Il a présenté par le professeur Camille Charlias, c'est le directeur exécutif du FADCA. On a fait place à professeur. On va commencer pour faire une place. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, très content dans le local jeudi. Côté que nous devons faire quelques activités avec des organisations partenaires. Et on s'appelle Caisse avec tête brûlée. Et nous sommes très contents de passer quelques jours de réflexion, d'échange. C'est extrêmement riche. Et que la clôturer cycle d'activités aujourd'hui avec une conférence débat et sous question qui sort de crise au pays d'Haïti en particulier et par rapport à la dynamique du mouvement social et populaire haïtien qui est évidemment doué au centre de toute tentative de sortie de crise. Alors je peux présenter bien, nous sommes professeurs de l'Université d'État. On a passé à l'université depuis juin 1980, au Vatican. C'est le directeur exécutif PAPDA. Le PAPDA, c'est une coalition d'organisations sociales qui a bataillé depuis 1995, novembre 1995, contre les politiques néolibérales. C'est ça que le peuple haïtien très intelligemment les plans de mort. Et moi, c'est porte-parole pour le parti politique et les racines communes. Et moi, je joue un rôle important dans tout ensemble de réseaux internationaux qui, tant pour nous-mêmes, appellent les mêmes batailles contre le plan libéral. Par exemple, il y a un espace extrêmement important qui est l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, qui rassemble toute organisation de tout pays caraïbes qui est en ligne anti-impérialiste. Et nous sommes membres de coordination tout, un réseau qui est le Jubilé Sud d'Amérique, qui a bataille sur la question de la dette. Dès que dit que le pays pauvre doit à pays riche, c'est un instrument de domination qui est important qui gagne et qui joue un rôle fondamental dans transférer massivement tout ensemble de richesses de pays pauvres vers les pays riches, les pays riches. Voilà, donc, et conférence, c'est après-midi, évidemment, nous espérons que nous ayons un temps pour nous faire un échange autour de conférences, mais autour de différentes questions qui préoccupent nous. Et alors, avant de parler plus spécifiquement du mouvement social populaire, il est important que nous fassions un petit coup d'œil rapide sous crise que le pays d'Haïti a pris aujourd'hui. Et crise que le pays d'Haïti a pris aujourd'hui, il est entré dans une conjoncture internationale qui caractérise tout par une très grande crise. Le système capitaliste mondial a fait une première chaîne de crise qui a accéléré de façon dramatique depuis 2007-2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis qui fait l'effondrement des plus grandes banques pour les Lehman Brothers, qui fait faillite et qui y a un moment où contradiction interne du système capitaliste menait tout un ensemble de crises qui évidemment frappaient très durement travailleurs, classes travailleurs, prolétaires et pays qui n'ont périphérie du système capitaliste. Non seulement crise 2007-2008 va frapper nous, mais crise Covid.
Et mon moment vivant est caractérisé par quasi trois dynamiques au niveau mondial. La première dynamique, c'est une crise, c'est une capacité mondiale. La deuxième dynamique, c'est une crise d'hégémonie, une crise de transition hégémonique. Parce qu'à partir de la chute du mur de Berlin, les États-Unis d'Amérique pensaient que l'Afrique est comme seule puissance hégémonique, seule force sur la terre. Mais rapidement, il y a des mutations au niveau économique et rapports politiques au niveau mondial, qui fait que je dis, il y a un déclin accéléré de l'Empire américain, et qu'on monte en puissance irréversible de la Chine, je dis en train de devenir première puissance économique mondiale. Donc, les États-Unis, pas en mesure encore d'assurer une hégémonie totale que les pensées que assurée pendant une dizaine d'années après la chute du mur de Berlin. Et je dis, tout système économique mondial en transition, par exemple, flux de marchandises après de façon tout à fait différente. Et non seulement la Chine qui a fait comme une grande puissance, mais on gagne tous des blocs régionaux, des blocs de pays. Le BRICS, par exemple, qui réunit le Brésil aussi, Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui, je veux dire, représentaient une puissance qui dépassait la capacité financière et économique du pays G7. Il faudrait qu'il y ait un ensemble de processus qui est en action, notamment dédollarisation économique mondiale. Parce que nous avons que les Américains dominent l'économie mondiale à travers imposition de domination en ces là de faire transformer le dollar principal, monnaie, échange et d'intermédiation au niveau des transactions financières mondiales. Je dis ça, je tiens à ça pratiquement en train de finir. Et nous gagnons, pour la première fois depuis très longtemps, des perspectives de dédollarisation et des perspectives de désoccidentalisation du monde. Et en plus de phénomènes économiques, ça a un majeur, mais il y a des phénomènes politiques nouveaux. Par exemple, il y a des alliances nouvelles qu'en fait, et différents pays qui participent à réfléchir ensemble, par exemple l'Arabie Saoudite, par rapport à la politique, etc. Et puis on gagne au niveau des pays de l'Afrique, il y a des soulèvements très importants, en particulier au niveau de trois pays. C'est Burkina Faso, Mali et Niger, qui remettaient en question domination néocoloniale de la France du paysage, avec des projets très clairs de récupération de souveraineté. Donc c'est un contexte mondial qui sont un contexte compliqué, caractérisé par une crise hégémonique, une crise de transition hégémonique et une crise de deuxième capitalisme mondial. Et impérialisation, après qu'on a pris ça avec un pile violence, avec la guerre, qui a passé par exemple le génocide qu'a fait sur le Palestinien. Donc une violence énorme que l'impérialisme a fait pour essayer de contrebalancer cette crise-là. Et décret de prendre conscience que la capacité. Voilà, donc ça c'est un contexte mondial extrêmement important que nous devons comprendre et garder le plus que le pays d'Haïti a pris. Bon, en plus de ça, crise, c'est un capitalisme mondial. Il faut plus montrer le caractère sauvage, destructeur, inhumain, criminel de ce capitalisme, parce que c'est un fichage de génocide, sous sang, sous esclavage, sous surexploitation, sous imposer grand goût à plus former dans le et crise de pays d'Haïti sont crises évidemment inscrites dans la crise globale. Ça, il y a des rapports avec la crise globale. Premier élément, c'est que on pose cette question du côté haïtien. Haïti, dans une sous-région des Caraïbes, avec
exponentielle de production industrielle en Asie. Donc, de plus en plus, des volumes importants de marchandises qui sont au niveau de l'échange caraïbe. Ils appellent le canal de Panama. Et il y a des nouveaux projets de canal interocéanique à travers le territoire du Nicaragua. Donc, ça veut dire que pour transnational, il faut la comptable de minimum de contrôle sur les caraïbes qui permettent que la marchandise de passer sans problème et qui, évidemment, assurer tout ensemble de profit que le capable. Ça, c'est le premier élément. Caraïbes comme zone de transit. Pour le deuxième élément, c'est que dans les chocs caraïbes, nous gagnons un phénomène qui est très important sur le plan financier et économique mondial, c'est ça relève les paradis fiscaux. Vous entendez parler de paradis fiscaux? Hein? Ok, le paradis fiscal, c'est un pays, une zone, une région, côté que n'importe qui monde est capable de se répondre, c'est que personne ne va prendre des côtés comme ça aussi. Donc, le paradis fiscal, c'est un lieu côté que tout l'argent sale, l'argent drogue, l'argent trafic, vient serré. Et côté que, évidemment, c'est le capitalisme mondial permet que ça existe parce que le paradis fiscal est un rôle très important pour permettre que les transnationaux volent courage avec travail, peuple dans le pays périphérique. Il y a des milliers de paradis fiscaux dans le Caraïbes. Sous un pays de gouvernement, par exemple, il y a plus d'entreprises de population. Troisième facteur, et le pays d'Haïti, pour ça, bien parce que nous sommes un peu de social, Caraïbes sont une zone de réserve de main-d'œuvre mondiale. Tout pays caraïbes exportateur net de main-d'œuvre. Avec des situations extrêmement caricaturales, au point des pays comme le Congo, côté des plus de États-Unis que n'importe quel lui-même, il y a plus Guadeloupe et Martinique en France que la Guadeloupe en lui-même. De tout pays, c'est des pays qui ont subi une hémorragie permanente côté que nous n'avons pas dit. Et les pays d'Haïti, l'américaine et le Sénégal, ils ont baillé Haïti, je vois ça dans les Caraïbes, fournit les deux à manger. Et on va organiser, l'Américaine va organiser, et par 400 000 dollars ici, 400 000 dollars ici à l'époque, sur une population de 2,8 millions d'habitants. C'est bien peu. 45 à 48% de la population économique. Donc, l'autre facteur qui est très important, c'est la mer Caraïbe. La mer Caraïbe, c'est une réservoir de richesse biologique exceptionnelle. Il y a tout un ensemble d'éléments qui présentent dans la Caraïbe qui partent de et nous connaissons les batailles entre nos sociaux dans les pays enseignants, grâce aux institutions, contrôle des ressources biologiques. En plus de facteurs structurels, nous voyons qu'il y a une base militaire qui ont certains Caraïbes américains, des bases militaires qui ont certains Caraïbes, l'Angleterre, des bases militaires des Caraïbes, la France, des bases militaires des Caraïbes, la Hollande, des bases militaires des Caraïbes. Ce sont des zones où il y a une accumulation de forces militaires extraordinaires. Et pour qui ça enseigne les Caraïbes comme ça? C'est parce que fondamentalement, le peuple caraïbe, c'est des peuples rebelles. Le peuple caraïbe, c'est des peuples qui n'ont pas accepté régulation capitalistique, pas accepté les gens qui sont capitalistes mondialisés. Et dans les régions caraïbes, il y a deux expériences révolutionnaires
pays qui, justement, en contestation par rapport à la domination capitaliste. Et les États-Unis, ils ont peur en pile que tu es capable d'avoir une alliance politique entre Haïti, Cuba et Venezuela, qui a changé complètement le rapport de force au niveau de la Caraïbe. Tu as fait perdu du contrôle net Caraïbe. Et c'est une raison d'expliquer que les Américains font pile d'investissement pour contrôler Haïti, contrôler les joueurs politiques et assurer que par exemple, quel risque que des dirigeants de gauche soient capables de pouvoir pour mener une politique anti-américaine pour libérer les gens de domination américaine. Donc, premièrement, nous avons un contexte de crise extrêmement grave au niveau mondial. Il y a plusieurs paramètres de crise de civilisation. Et en plus, nous avons une région qui, du point de vue géopolitique, est extrêmement importante par rapport à la bataille qui est faite contre le territoire, contre nous, contre le société. Alors, le même cas de situation, le pays d'Haïti aujourd'hui, on est présent de crises multiples, pour les crises, quelle que soit dimension que nous avons dans le pays, tout indicateur ou si on regarde par exemple sur le plan économique, sur 5e, une récession, la récession sur le taux de croissance négative de 21%. Et le plan pays, c'est à 6 ans, avec un taux négatif de 21%. C'est une valeur qui est catastrophique. Et qui dit que de plus en plus de population de misère, avec la récession économique, ça, presque transformé en récession économique, ou bien une inflation en Haïti, que chiffre officiel de la GCE, probablement sous-estimé, parlait de 48 à 50% d'inflation annuelle. Ça qui fait de Haïti troisième pays qui a une plus grosse inflation dans tout le continent. Combien c'est bien de Haïti, troisième pays. Donc, récession, chute du PIB, ou bien inflation extraordinaire, augmentation du prix manger dans le pays. Par rapport à tout le pays, on voit que le prix manger augmente plus que d'autres pays. Si ça fait une augmentation du prix combustible, pendant la dernière année, on a augmenté le prix combustible de l'ordre de 260%. 260%. Le prix de transport en commun a augmenté de l'ordre de 150 à 160%. Et tout ça, en fait, dans le contexte de non-augmentation du salaire minimum, ça veut dire que le pouvoir d'achat réel de la population est effondré. Et les misères de plus en plus généralisées avec moins de sécurité alimentaire que calculer aujourd'hui. 4,9 millions d'habitants par à manger pratiquement à cause de cette situation. Et pour gagner une crise politique institutionnelle très sévère, avec par exemple disparition du Parlement, dysfonctionnement du système judiciaire, union exécutif monocéphale avec un personnage qui est désigné par l'INU et qui seul pour chanter, son dictateur, mais ça ne fait son caractère de question par l'investition de la question. Et en plus, l'union exécutif qui a produit le pays sans échéance. La question qui connaît qui le dans son affaire. Donc, pays d'Haïti qui devait sembler avec une figure, un schéma que des spécialistes américains des États-Unis qui plaquaient ce pays depuis le travail. Côté où tu dis Haïti, c'est une entité chaotique et gouvernable.
de destruction programmée que l'impérialisme de fait le pays ça, pour gagner un combat entre les classes dominantes en Haïti, entre les différents secteurs de la dominante, pour contrôle des séquences stratégiques dans l'économie. Par exemple, une grosse bataille a fait sur question contrôle pour ces marchandises pour le carburant, une grosse bataille a fait sur contrôle de la financier et contrôle de la banque. Et donc, il y a une bataille qui est connectée avec le programme de fabriquer une entité chaotique de permet. Alors, pour comprendre la situation que nous vivons là, nous ne pouvons pas comprendre si nous regardons que Haïti est un pays qui subit tout ensemble de chocs majeurs. C'est très important pour nous regarder choc ça, parce que l'effet que gagne ce système social haïtien, nous devons prendre de l'eau si nous voulons, si nous avons ambition, pour construire le pays et pour fonder le pays. Nous allons énumérer rapidement choc ça. Si nous partons, nous ne pas besoin de faire l'histoire, nous pas besoin de remonter à la 19e siècle parce qu'on n'a pas eu la tête la façon de l'indépendance. Il faut empêcher la construction nationale. Parce que pendant longtemps, l'État haïtien est obligé à payer anciens propriétaires esclaves de la population 66% des ressources qui ont été présentées. Parce que l'État a pris 100 gouttes, 70 c'était pour payer la France. Mais dans le XXe siècle, le pays a subi tout un ensemble de couches. Premier choc là, c'est un choc majeur, c'est l'invasion des troupes américaines le 28 juillet 1915. Précédé par l'événement que nous connaissons, décembre 1914, côté que nous volons toute réserve l'or paysan, que nous transférons toute réserve l'or paysan en force nationale scientifique. L'historien haïtien, Juan Couillot, comparer l'invasion militaire américaine de 1915 avec le nom de notre père, son boulot qui secouait le système social, avec tout un ensemble de bonnes systèmes évolués. Et à partir de là, à partir de cette situation, l'Américain va construire un ensemble de mécanismes de tutelle, de mécanismes qui assurent le contrôle absolu sous jouet de politique en Haïti, qui assure le contrôle absolu sur la politique économique, politique macroéconomique et sur la politique citoyenne. Et si nous regardons les 19 ans d'occupation de 1915 à 1924, c'est pas de règles de détruire. Il y a un premier bail de détruire, très significatif, c'est la Cour des comptes. C'est la Chambre des comptes. Et pour que ça ne va pas détruire la Cour des comptes, pour que pendant 19 ans, il y ait la Chambre haïtienne sans qu'elle contrôle. Parce que quand il a pensé que ça Américain était dans parce que l'Américain était libre encore. Il voit l'Europe. Et on transfère pas directement du trésor américain vers Wall Street et vers les entreprises américaines. Et puis, vous voulez compte qu'il a pris conscience de 1959 et qu'on voit l'extrêmement important pour contrôler les dépenses de l'État. Il fait soit-disant que le va moderniser comptabilité. Donc, expression tutelle, ça. Bon document qui est la Convention haïtienne américaine de septembre 1915 qui exprimait clairement perte totale de souveraineté côté haïtien grâce pour faire du indépendance et côté que toute décision contrôlée directement par les Américains. Par exemple, la Convention haïtienne américaine de 1915 il y a une pratique qui dit même si l'Assemblée nationale du pays d'Haïti adopté une loi ça pas qu'à exécutoire sans l'autorisation de l'ambassadeur américain. Dans la même convention haïtienne américaine, il dit qu'Haïti, par exemple, n'a pas qu'à signer des accords avec d'autres pays. Ça ne peut pas gagner
aval ambassadeur américain. Donc, nous sommes capables de dire, de 1915 à 2023, pays sous occupation américaine, à l'intérieur du mécanisme de tutelle qui a renouvelé tête à chaque fois, côté que c'est le département d'État qui prend toute décision pour payer ça et qui contrôle les acteurs. Par exemple, question de chef d'État, depuis sous l'article, c'est Américain qui désigne qui est le chef d'État de l'État. Il y a une exception avec Jonathan Alexis, en 1990, et 7 mois après l'installation de Jonathan Alexis comme président, il va coup d'État. Le coup d'État, ça, le coup d'État comme ça, c'est le gros choc que le pays a subi, parce que il interrompt le processus d'institutionnalisation qui a fait à partir de la Constitution de 1987. Et il installé le régime de terreur. Le régime de terreur, il était comme instrument fondamental FRAP, alors c'est les productions de secteur du FRAP, qui ont bien de terreur comme ça. Donc je veux dire, c'est pas FRAP, c'est gang armé. C'est exactement le même. Ok, donc premier choc décisif, occupation américaine de 1915, et occupation a continué jusqu'en 2023. Ça fait que nous-mêmes nous disons, occupation toujours là, avec ou sans vote, et pas des gens que le pays a avancé, si nous pas fait une rupture avec le mécanisme de tutelle que l'Amérique a installé depuis 1915, parce qu'il est évident que M. Bill Clinton, Hillary Clinton, de la décision pour Haïti, décision c'est pour lui-même Clinton, c'est pour Fondation Clinton, c'est pour les États-Unis, ce n'est pas des décisions que le prend dans le sens intégral à Canada ici. Donc s'il faut récupérer pouvoir pour nous prendre décision centrale sur l'avenir du pays d'Haïti, pas des gens que le pays a laissé. Entre 1915 et 2023, le pays a subi tout l'ensemble de leurs chocs. Deuxième choc là, c'est la dictature des Duvalier, qui malgré le rhétorique nationaliste, c'est domination américaine du pays. Par exemple, le Stéphane Vanier avec M. Mantelli a signé un accord pour que l'entreprise américaine vienne prendre l'idée de la torture. Il a essayé de un accord, l'entreprise américaine a dit, dans le que le fait, il voit que Duvalier était déjà prendre la torture à l'entreprise américaine. Donc, dictature Duvalier va continuer à déstabiliser le pays. Et il en a été, c'est par exemple, extraordinaire répression qui fait sous Cadio. Je ne prends encore l'université. Pour devoir transformer l'université d'Haïti en l'université d'État d'Haïti. Avec une nouvelle loi de 1961, 1961. D'où, pour entrer sous l'université, on va proposer pour si on papier qui dit qu'on ne peut pas dans quelle organisation communiste, il ne faut pas dans quelle organisation communiste. Donc, une répression tête chargée va expliquer qu'il y a une hémorragie de calme qui parle en Afrique, qui parle au Canada. Pour des pays ont perdu des milliers de cas de professeurs, de docteurs, d'ingénieurs, avocats, etc. Donc, très court période. Troisième choc, c'est novembre 1983, avec l'installation en Haïti des politiques néolibérales, avec un accord, convention que M. Jean-Claude Duvalier signait avec le Fonds monétaire international de 60 millions de dollars américains, et côté que FMI prend contrôle de l'économie paysanne. Et il va définir qui qualité politique il veut faire dans le pays ça. Et
Et nous avons besoin de saisir, nous entendons par exemple que FMI signe un accord avec Ariel Henry pour 2023-2024. Et en mars 2023, ils ont communiqué sur le site internet où ils ont applaudi la gestion économique de M. Ariel Henry. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout le monde voit que l'économie pays est fondée, l'économie pays est sur la droite, qu'elle soit plus contente. FMI est très satisfait. Et il applaudit, il dit que M. Ariel Henry fait une très bonne gestion. Au contraire, il y a des bails de demander des anciens dirigeants qui va faire des résultats. Donc, depuis novembre 1983, payant sous l'égide des politiques néolibérales, qui pourra faire une série de transformations structurelles de l'économie, notamment, il pourra renforcer dépendance économique, financière et culturelle paysan par rapport à l'extérieur. Et on va le fabriquer, on va glisser dans les jours, c'est dépendance alimentaire. Dépendance alimentaire en particulier par rapport aux États-Unis d'Amérique et par rapport à la République dominicaine. Si nous prenons un chiffre pour illustrer la question, ça, dans l'année 72, Haïti était autosuffisant en céréales à 98%, ça veut dire 98% céréales de la proche d'un pays qui sont dans tel pays d'Haïti. Et à l'époque, c'était plus de diversité parce qu'on était mangé pitimine, on était mangé maïs, on était mangé zig. 98% des sorties dans tel pays d'Haïti. Actuellement, 82% du riz que l'on consomme et qui vient dans le produit essentiel de consommation alimentaire. 82% sortis aux États-Unis. Qui fait que Haïti est transformé en pays qui perd du contrôle public, un pays dépendant sur le alimentaire, et après le pays pauvre vient le deuxième, troisième acheteur important de riz américain au monde. Haïti, deuxième, troisième acheteur qui achetait plus de riz qui sont aux États-Unis sur la terre. Politique néolibérale, il y a un peu d'autres changements importants que vous faire, par exemple, sur la question du taux de change, parce qu'avant, il y a un taux de change administré, donc il y a même la j'avais avec 5 bourgeois qui étaient pris en baillot, 5 américains. Donc, FMI va le forcer que passer de taux de change